Alors, il y a beaucoup de questions, évidemment, qu'on a envie de vous poser, Julien Marcilly, après avoir écouté cette présentation. Il y a quand même quelque chose qui me frappe. Si on faisait la superposition des 3 dernières cartes que vous avez montrées, le risque politique, le risque environnemental et puis le risque global, à la fin, il y a quand même un continent qui apparaît comme avec beaucoup de voyants d'alerte par rapport aux autres. C'est l'Afrique. L'Afrique est quand même, sur la base de ce qu'on voit et de ce que vous nous dites, un potentiel de risque assez gigantesque. En même temps, l'Afrique, c'est aussi un potentiel énorme. Quand on était tout à l'heure en train de discuter de la Chine et de là où elle pouvait trouver des relais de croissance dans la période difficile qu'elle traverse, un des participants à la table ronde en échec nous rappelait que la population africaine, elle va d'ici 2 à 3 décennies doubler et qu'il y a un potentiel de développement un peu, finalement, assez considérable. Donc je me mets à la place de tous ceux qui viennent de vous écouter ici et qui cherchent à appréhender à la fois ce risque et ce potentiel. Quelle est la bonne manière de le faire ? C'est sûr que si on regarde ça à très long terme, et on va même encore plus loin que André Chieng ce matin, à horizon 2100, en fait, c'est simple, il y aura 40% de la population mondiale en Asie et 40% en Afrique. Donc, ce n'est pas très compliqué de savoir qui va commercer avec qui. Alors après, entre aujourd'hui et 2100, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses vont changer. S'il y a un point sur lequel on doit se focaliser, je pense, aujourd'hui pour cette région, c'est qu'il y a quand même, en quelque sorte, une redistribution des cartes aujourd'hui en Afrique. C'est-à-dire qu'on a l'habitude d'appréhender cette région en regardant si un pays bénéficie de matières premières qu'il peut exporter ou pas. Et historiquement, ceux qui ont bénéficié de l'accès à des matières premières abondantes ont eu une croissance plus forte que les autres. C'était le cas en tout cas dans les années 2000. Aujourd'hui, c'est complètement différent. On constate depuis maintenant quelques années, depuis 2014, il faut le dire, que les pays qui avaient cet accès aux matières premières, qui en exportaient abondamment, sont dans une situation difficile. Et finalement, ça n'est pas un choc temporaire, c'est quelque chose de plus structurel. Le Nigeria, l'Angola, à un degré moindre même si la question est différente de l'Afrique du Sud, sur lequel je parlais tout à l'heure. Donc il faut changer de grille de lecture. Exactement. Et la nouvelle grille de lecture, en fait, elle est plus liée à la capacité d'un pays à se présenter comme un nouveau hub, une nouvelle plateforme capable d'attirer des investisseurs étrangers et d'être un peu une capitale sous-régionale. Et donc il y a une course en ce moment pour essayer d'être le ou les pays qui vont faire partie de ces quelques sous-hubs régionaux. Et on voit d'ailleurs que les perspectives de croissance les plus fortes, depuis maintenant le début des années 2010, elles sont en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Rwanda, qui se placent comme ces nouveaux hubs. Et à l'inverse, les pays plus isolés dans la sous-région, eux font face à davantage de risques sécuritaires, ont moins de chances d'attirer des investisseurs étrangers, et donc voient leur situation de risque se dégrader. Alors, je voudrais qu'on revienne d'un mot sur un autre pays qui est la Russie. Vous nous avez parlé du risque politique en Russie, et ce n'est pas une notion finalement assez évidente quand on regarde ce pays d'un peu loin, parce que c'est un pays qui donne le sentiment d'être plutôt stable d'un point de vue politique. Or, vous y voyez-vous des signaux inquiétants. Vous avez expliqué pourquoi, parce qu'il y a un projet de révision de la Constitution qui, disiez-vous, est susceptible de mettre le feu aux poudres. Très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui peut se passer en Russie et en quoi c'est un sujet pour des investisseurs potentiels? Mais alors, nous, notre évaluation des risques politiques, des risques sociaux, elle n'a pas vocation à dire quand est-ce que précisément un mouvement social va avoir lieu. En revanche, ce que nous sommes capables de dire, c'est là où il y a de la frustration, là où les gens sont mécontents. Ce qui ne veut pas dire que ça va se passer demain, après-demain ou dans 3 semaines. Mais il nous semble que c'est le cas en Russie, étant donné ce que je vous montrais tout à l'heure. Et ensuite, une fois qu'on a dit que le vase est plein, encore une fois, c'est difficile de savoir ce qui va être la goutte d'eau qui fait déborder le vase, s'il y en a une. Et donc, dans ce cas-là, les gouttes d'eau qui peuvent faire déborder les vases, ce sont généralement des scrutins électoraux, des élections, ou alors des projets de changement structurel, comme celui dont on parle. Donc, aujourd'hui, en Russie, comme dans d'autres pays, on sent qu'il y a les terreaux pour qu'il y ait de la contestation, mais ça ne veut pas dire pour autant que ça va forcément se matérialiser cette année.
une des caractéristiques de l'exercice auquel vous vous livrez, l'évaluation du risque pays, c'est qu'il évolue en permanence. C'est que la manière d'aborder le risque n'était pas tout à fait la même cette année que l'année dernière. Ça sera sans doute un peu différent l'année prochaine encore. Donc il faut se doter de nouveaux outils, de nouvelles manières de réfléchir, mettre l'accent sur différents critères. Et il y en a un auquel vous êtes particulièrement attentif, en tout cas, c'est ce que vous m'avez dit lors de derniers échanges, c'est ce qu'on appelle l'environnement des affaires. Alors, l'environnement des affaires, c'est quoi et pourquoi c'est si important pour vous aujourd'hui? C'est vrai qu'on a tendance à l'oublier parce que quand on se voit d'une année sur l'autre ou plus régulièrement, on se focalise sur ce qui a changé depuis l'année précédente. Or, il y a des choses qui ne changent pas ou qui changent moins régulièrement, et notamment un certain nombre de facteurs structurels, mais pour autant qui sont très importants pour les entreprises qui veulent commercer avec des entreprises d'un autre pays. Et donc, nous continuons d'avoir cette vision qu'il faut tenir compte de cet environnement des affaires. Alors, c'est un concept très large. Nous, on essaie de l'adapter, bien sûr, à l'assurance crédit. Donc, ce qu'on fait tous les ans, c'est que on interroge tous nos arbitres, c'est-à-dire tous nos analyses crédit qui sont basés dans un très grand nombre de pays. Ils sont environ 600 dans le monde. Et on leur pose des questions très concrètes. Est-ce que dans votre pays, les entreprises publient leurs comptes? Si oui, est-ce que vous estimez que ces données sont fiables ou pas? Ensuite, on agrège toutes ces données, on y ajoute quand même quelques données externes qui sont produites par des organisations internationales, et puis ça vous donne cette évaluation que vous pouvez aussi découvrir dans notre guide et dans le document qu'on vous a distribué. Alors, je voudrais, pour terminer cette conversation, Julien, qu'on revienne à une des cartes que vous nous avez montrées tout à l'heure, parce que vous l'avez dit, dans quelques instants, on va reparler de l'eau en particulier. Et cette carte, elle avait une appréhension, une perception un peu plus globale de la difficulté, enfin des risques posés par les changements environnementaux et les changements climatiques. Et quand on la voit, cette carte, pardon, je vais faire une première remarque basique, un peu triviale, mais elle est quand même assez effrayante, parce qu'elle est très rouge, elle est pleine de rouge, un peu partout dans le monde, même si on voit qu'il y a quand même des différences. Est-ce que, au fond, c'est pas le risque majeur, celui qui est en train de prendre le pas sur tous les autres? J'aurais peut-être dû choisir une autre couleur, là. C'est peut-être parce que c'est la première fois qu'on la montre. Et il faut être honnête, tout le monde s'y intéresse maintenant, alors que c'est quelque chose qui existait déjà avant. Je pense que vous allez en reparler avec les experts qui vont venir sur la table ronde d'après, et ce sera très intéressant. Ce qui m'a surpris quand cette carte a été faite et que j'ai regardé les premiers résultats, ce n'est pas tellement de voir que finalement les pays les plus exposés sont aussi souvent localisés en Afrique, au Moyen-Orient ou en Asie. En revanche, ce qui est plus surprenant, c'est de voir que même des économies dites matures, dans des zones qui sont censées être tempérées, vont faire face à ce type de changement dans les années à venir. J'évoquais très rapidement des pays comme le Japon ou comme les États-Unis. C'est sûr que c'est quelque chose qui frappe. Et l'Afrique, précisément, elle est particulièrement exposée aussi. On va y revenir, on va en parler dans la table ronde dans quelques instants, mais peut-être aussi le continent qui, de ce point de vue, est le plus sans difficulté. Oui, et en fait, ce qui compte aussi, parce que je présente les risques de manière distincte, ensuite, ce qui sera intéressant pendant cette discussion, c'est que en fait, tout est lié. Et la question de ces risques environnementaux, elle vient de concert avec la montée des risques géopolitiques dans certains pays. Vous en parlerez, j'imagine, dans le cas de certains pays du Sahel. Nous déclassons, par exemple, aujourd'hui un pays comme le Burkina Faso, où on s'aperçoit que des personnes qui ne peuvent plus cultiver la terre parce que les températures ont monté, où il y a moins d'accès à l'eau, certaines personnes désœuvrées peuvent être embrigadées dans des milices, et ça crée du risque politique. C'est un exemple parmi d'autres, mais effectivement, la grande question aujourd'hui, c'est celle de la corrélation et de l'imbrication de tous ces différents risques. Et est-ce que du coup, ce qui est en train de se passer est d'une certaine manière en train de changer votre manière d'appréhender les risques pays? Est-ce que vous vous rendez compte aussi, indépendamment de la perception que vous en avez, vous, ça devient de plus en plus un besoin chez les gens qui se tournent vers vous pour précisément vous dire et vous interroger sur l'existence de risques et vous interroger sur leur nature aussi? Oui, mais en fait, ça a toujours été le cas. Il y a quelques années, quand il y a eu ces mouvements de protestation au Moyen-Orient, bien sûr, à ce moment-là, on s'est dit que ça devenait nécessaire de davantage quantifier les risques politiques. Et donc, on fait sans cesse évoluer nos méthodologies. Et aujourd'hui, on inclut ce type de choses. Demain, ça en sera d'autres.
Merci beaucoup Julien Marcilly d'avoir été avec nous et de nous avoir présenté à la fois le panorama des pays avancés ce matin, des pays émergents. Merci beaucoup. Le moment est venu maintenant de passer à notre dernière table ronde de la journée. L'eau. L'eau est-elle en train de devenir une ressource rare et si difficilement accessible qu'elle est en train de provoquer, en tout cas de créer un réel potentiel de conflit dans différents endroits du monde? On va parler de ce sujet tout de suite. Merci beaucoup. Prenez place, je vous en prie. Prenez votre micro également. Alors, je le disais en présentant la session tout à l'heure, c'est vrai que c'est un sujet dont on parle finalement assez peu souvent et qui est pourtant si important. Alors, pour en parler avec nous, nous avons la chance d'avoir Janani Vivekananda, qui est Senior Advisor chez Adelphi. Vous êtes basé à Berlin, c'est un think tank spécialisé dans les sujets relatifs à l'environnement. Vous avez réalisé de nombreux travaux sur ces questions et sur les questions liées au changement climatique et en particulier les risques de conflit que provoquent ces changements. Franck Galland, vous dirigez le cabinet d'ingénierie conseil Environmental Emergency and Security Services. Vous avez consacré plusieurs ouvrages à la géopolitique liée à l'eau et vous avez aussi passé plusieurs décennies au sein du groupe Suez à travailler sur le sujet, à visiter, je crois, une quarantaine de pays pour travailler sur les sujets liés à l'infrastructure relative à l'eau. Le professeur Bhoma Chelani est avec nous aussi aujourd'hui. Vous êtes professeur d'études stratégiques au Center for Policy Research de New Delhi. Vous êtes un des experts les plus respectés sur les sujets en général relatifs à la sécurité internationale, mais vous êtes aussi l'un des grands experts des questions relatives à l'eau et toutes les questions qui se posent aujourd'hui et qu'on va vous poser. Bertrand Piccard dirige la fondation Solar Impulse, qui est aussi le nom de cet extraordinaire avion. On a tous cette image en tête, à bord duquel vous avez réalisé un tour du monde en 2015, mais Solar Impulse, c'est beaucoup d'autres choses aussi dont vous allez nous parler tout à l'heure. Donc j'en dis pas plus, puisqu'on aura le plaisir de vous écouter à la fin de cette présentation pour que vous nous racontiez où en est votre projet aujourd'hui et quelles en sont les prochaines étapes. Bhoma Chelani, maybe I'm going to start with you and ask you to sort of set the stage for us and tell us, in a sense, why we are asking ourselves this question today. Why is water such an issue, and why does it have the potential to create conflicts around the world? Water has become the world's most exploited natural resource. Yet, ironically, water remains the world's most underappreciated, undervalued, and underpriced resource. Water, in fact, is a unique natural resource. Let me begin with a simple truth. We can all live without love, but not without water. Right? Isn't that true? There are substitutes for a number of resources. For example, if there's no oil, we can use gas. If there's no gas, we can use electricity. But there's no substitute for water. Water cannot be replaced with anything else. That makes water unique. Countries can import, even from distant lands, fossil fuels, mineral ores, and resources from the biosphere like timber. But they cannot import water, the world's most vital resource, certainly not in a major or lasting manner. The reason is, water is heavier than oil. Water is essentially local, and shipping water across seas is very expensive. To be sure, some countries have tried to import water. To give you one example from France's neighborhood, in 2008, a severe drought forced the Barcelona region to import water from France through 6 large tankers. But the import proved so expensive, it cost millions of euros, or roughly $3 per cubic meter, that the government of Catalonia decided that to meet future needs, it will invest in building desalination plants. Water is very unequally
and unevenly divided across the world, as this chart shows. Some regions and some countries are water rich. For example, Canada and Brazil are the Saudi Arabias of the freshwater world. But 2/3 of the world faces a water crisis. In fact, the poorest countries in water resources are largely concentrated in the Islamic arc, which stretches from the Maghreb and the Sahel to the Arabian Sea region. Competition over water resources that are shared between countries and provinces and communities have increasingly become a source of competition and conflict. This has triggered dam building race between countries. It has exacerbated water challenges. Water wars, I'm glad we're discussing water wars, because water wars not in a military sense, but water wars in a political, economic, and diplomatic sense are already being waged between neighboring countries in several parts of the world. In fact, a US government report reflecting the joint judgment of American intelligence agencies has warned of real water wars in the coming years. To be sure, there have been water wars in a military sense in our modern world. To give you one example, in the early 1950s, China, by occupying Tibet, changed the water map of Asia, because the Tibetan Plateau is the starting point of Asia's great rivers. At least a dozen Asian countries depend on rivers that originate on the Tibetan Plateau. So by controlling the Tibetan Plateau, China has emerged as the upstream water controller. No other country in the world has this kind of water hegemony that China enjoys. Or to give you another example, this is from the Middle East. In the Six-Day War of 1967, Israel, by occupying the Golan Heights, the source of Jordan River's headwaters, and by seizing the aquifer-controlling West Bank, changed the water map of its sub-region. Thanks to that war, and thanks to Israel's retention of its captured territories, Israel today is the upstream water controller. Today, water wars are being waged very quietly, without weapons, without firing a single shot, by building dams on international rivers. For example, in the Middle East, Syria, which is torn by civil war, and Iraq, which is still battered by violence, will suffer more as Turkey accelerates the diversion of the Tigris and Euphrates rivers. But nothing illustrates the weaponization of water better than the Mekong River basin. China has built 11 megadams just before the Mekong leaves Chinese territory and enters Southeast Asia. And it's building several more. The downstream countries in Southeast Asia are virtually at China's mercy, because China now has tremendous water leverage. The question that we need to ask ourselves is, how do we avert the growing struggle for water from becoming a tipping point for overt conflicts? The short answer is that you can avert water wars only through rules-based cooperation, water sharing arrangements, and through dispute settlement mechanisms. Transparency, collaboration, and sharing are the building blocks of water peace. We also need new market mechanisms, public-private partnerships, innovative methods and technologies, and last but not least, water conservation. A combination of these things can help to mitigate the water crisis, but requires sharing, cooperation, collaboration. Thank you very much. Janani, when we were talking to get ready for this session, and I asked you about the potential for conflict, and this just to pick up a point that Brahma Shalani just made, you told me the conflicts, they are
already taking place. That's true, but also not true. So I'll share some words with you that aren't mine. If Ethiopia wants to build a dam, no force will stop it. If war is necessary, millions can be readied. These aren't my words. These are the words of the Ethiopian Prime Minister, Mr. Abiy Ahmed, ironically spoken just 2 days after he won the Nobel Prize for Peace. And yet, the headlines that followed were not of a conflict between Ethiopia and Egypt over Ethiopia's building of the Renaissance Dam on the Nile. Rather, it was about conflict being averted. And this is something of a trend. So you spoke, Dr. Cheleni, Professor Cheleni, about these non-violent water wars. But actually, we're not seeing the water wars that are predicted. We haven't seen an overt conflict between India and Pakistan. We haven't seen an overt conflict between Brazil and Paraguay or China and any of its downstream neighbors. So on the one hand, we're not seeing the violence that we often presume to be inherent in water wars. And yet on the other, the narrative continues. This rhetoric of water wars has been prevalent. Analysts have been predicting that the future of wars on this planet will be fought over water for so long. So are you saying it's kind of an exaggeration that we... No. Okay. So I wish it were. No, I think that the conceptualization or the terminology is very broad, and it can become so ambiguous that it can tip us into hyperbole. I think it's helpful when we think about water wars to maybe delineate 3 typologies of violence linked to water to help us better understand what's going on here. Maybe we won't see the big transboundary wars in the way that the predictions imply, but water can be a trigger or a driver of conflict. In the current conflict we're seeing in Mali over fertile grazing land, water has been a trigger. In this case, climate change making water and rainfall availability uncertain. The roots of this conflict, which has led to massacres and displacement of over 50,000 people, are much deeper. The roots are in governance failures and political exclusion of certain groups, but the trigger has been water. So water can be a driver. Water can also be a weapon of war. So in Sri Lanka, where I'm from, the poisoning of wells of landowning Tamils in the north of the country was one of the first acts of aggression that I became aware of. More recently, Al-Shabaab in Somalia, they have used water as a weapon of war. They diverted the flow of the river Juba to deliberately cause flooding, to then force opposition fighters to higher ground where they were then ambushed. So water can also be a weapon of war. And thirdly, water can be a target of war. And this is something we're seeing increasingly. And it's really concerning because civilians are predominantly bearing the brunt of this. So civilian water infrastructure installations are increasingly becoming a target of military action. Just last year, we saw this in Syria, in Yemen, in the Ukraine. And I think these 3 typologies of violence linked to water help us better understand how they can manifest. And I think just 2 points to add to this is that, one, water is rarely the sole driver of conflict. There are many factors that come together. So we need to understand the role that water plays. And sometimes that's lost when we use this broader banner of water wars. And the second is most of these wars, they are in fact increasing. Water conflicts are increasing, but they're not happening at the transboundary level. By and large, water wars, in fact, we've seen a spike in the past 20 years in water-related conflicts, but they're happening under the surface. They're happening within states, between groups or between groups and the state. Franck Galland, c'est au long de votre parcours qui a été avant d'être celui d'un expert ou d'un conseiller, celui d'un industriel au fond, vous l'avez vu monter, vous l'avez senti monter cette tension géopolitique autour de l'eau, et de quelle manière s'est-elle manifestée? Alors, on est tous d'accord pour dire aujourd'hui que l'eau devient un sujet de défense et de sécurité collective. Et ce sujet a commencé à monter à la fin des années 90. En 1995, il y avait environ 400 millions de personnes qui vivaient dans des pays sous stress hydrique. Pays sous stress hydrique, c'est moins de 500 mètres cubes d'eau par habitant et par an en termes de ressources renouvelables. Les récentes expertises montrent qu'à horizon 2030, à partir de 2030 et ce jusqu'à 2050, ils seront 4 milliards. 400 millions, 4 milliards.
On a eu, à partir du début des années 2000, et surtout à partir des printemps arabes de 2010, des conséquences très importantes sur les infrastructures en eau, dans ce qu'on peut qualifier d'une diagonale de la soif, qui part du nord du Maroc jusqu'au nord-nord-est de la Chine. Cette diagonale de la soif, donc des pays soumis structurellement au stress hydrique, certains de ces pays ont connu des déstabilisations politiques majeures, sont encore en guerre civile. Et les premières cibles, les premiers otages de ces guerres civiles sont les infrastructures électriques et les infrastructures en eau. Dans notre métier de l'eau, de l'assainissement, si on n'a pas d'électricité, on ne fait pas d'eau et pas d'assainissement. Donc quand vous voyez par exemple la situation libyenne, avant 2010, la population libyenne dans son ensemble avait accès à hauteur de 85% à l'eau, grâce à une infrastructure gigantesque planifiée par le guide libyen Mohamed Kadhafi, la grande rivière artificielle qui ramène en gros de l'eau de la nappe septentrionale du Sahara sur 3500 km avec des conduits de diamètre de 4 mètres, avec un grand renfort de pompage énergétique, mais la ramène sur les côtes libyennes. Le problème, c'est que sur les côtes libyennes, 40% de cette eau était perdue dans des grandes villes comme Tripoli ou Benghazi. Bon, aujourd'hui, ces infrastructures sont en très mauvais état. Il n'y a pas eu d'investissement depuis 2010. On fait l'objet de chantage, de fermeture de robinets, de destruction, de sabotage. Prenons la situation du Yémen. Le Yémen, et je suis de ceux qui ont alerté dès le début des années 2000, était sans doute le premier pays au monde qui allait disparaître à cause d'un manque d'eau. Une ville comme Sanaa, capitale yéménite, je vous parle d'avant le conflit, avait moins de 200 mètres cubes d'eau par habitant et par an en termes de ressources. Et pourtant, il y a 30 ans, le Yémen, on l'appelait encore l'Arabie Félix, l'Arabie heureuse, l'Arabie verte, avec des traditions ancestrales d'hydraulique. Le problème, c'est que ces traditions ancestrales d'hydraulique ont servi à une chose, à produire de la drogue, du khat. Donc, cette eau très précieuse du Yémen a été utilisée à vocation agricole, mais pour produire une drogue. Ensuite, il n'y a pas eu d'investissement, il n'y a pas eu de gouvernance. Ce qui fait qu'avant le conflit que connaît le Yémen depuis 5 ans, on s'est retrouvé sur une situation dramatique d'un point de vue hydraulique, avec une disparition de ce pays à cause d'un manque d'eau. En 2012, Hillary Clinton, qui était à la tête du State Department, avait commandé une étude de la communauté nationale du renseignement américain sur les pays les plus en stress hydrique pour lesquels les États-Unis seraient susceptibles d'intervenir militairement ou diplomatiquement. Le Yémen faisait partie des premiers pays à poser problème. Depuis, on a eu ce conflit qui continue, à l'heure où on se parle, d'avoir lieu. On a eu des bombardements sciemment d'infrastructures, notamment des stations de traitement d'eau usée, les rares stations de traitement d'eau usée qui marchaient, ce qui fait qu'on a eu la plus grande situation épidémique du XXIe siècle, fin 2018, avec des cas de choléra en centaines de milliers de personnes. Parlons de la Syrie. Ma prédécesseur disait qu'il a été une des stratégies de Daesh d'occupation de barrages, ça a commencé par là, les barrages sur l'Euphrate. Si la coalition internationale intervient en 2014, c'est parce que Daesh occupe le barrage de Mossoul, qui est notoirement instable et qui menace la ville de Mossoul d'un tsunami urbain. Rajoutons des situations très compliquées, on a parlé de Libye, Syrie, l'Irak, j'en parle même pas, mais c'est depuis la première guerre du Golfe que les conséquences de l'intervention militaire des hommes ont été très très importantes sur l'alimentation et sur les infrastructures hydrauliques. Donc vous voyez que cet arc de crise provoque d'importantes conséquences sur les infrastructures. Et cette diagonale de la soif, si je la pousse un peu vers la péninsule indienne, vous avez deux pays, un des Pakistan, 1,57 milliard d'individus, deux puissances nucléaires de la planète, qui manquent considérablement d'eau aujourd'hui. On l'a vu l'été dernier avec la ville de Chennai, 5 millions d'habitants, plus d'eau. Les perspectives, mais mon voisin Brian pourra mieux en parler que moi, sont très affolantes pour les étés à venir. Et là, ça a des incidences sur le business très importantes, parce que des entreprises sont obligées de fermer, parce qu'il n'y a pas de clim, il n'y a pas de capacité. Enfin, l'eau, on en a besoin pour son process. L'eau, on en a besoin pour l'énergie. Et puis, il faut de plus en plus d'énergie pour l'eau. Voilà. On estime environ que 20% de la demande énergétique mondiale aujourd'hui sert à pomper et à transporter de l'eau. Donc, si on continue encore cette diagonale de la soif, on arrive à la situation chinoise. Situation chinoise éminemment intéressante, parce que la Chine a une très très longue tradition d'aménagement hydraulique.
Ça continue avec le programme d'aménagement des eaux du sud au nord, c'est-à-dire qu'on va prendre des eaux du sud du pays, on les ramène au nord pour alimenter en eau Pékin. Donc, dérivation la plus à l'ouest, dérivation centrale, et peut-être demain, une autre dérivation qui menace justement l'alimentation en eau de l'Inde, puisqu'elle prendrait potentiellement de l'eau des plateaux tibétains. Mais prenons une activité qui va intéresser les personnes dans la salle, la production de terres rares. 97% des productions de terres rares aujourd'hui se font en Chine, en Mongolie intérieure. C'est une zone désertique qui a des niveaux de stress hydrique équivalents à Djibouti, à l'Algérie. Qu'est-ce qui va se passer le jour où on ne pourra plus acheminer de l'eau, où on n'aura plus d'eau dans les nappes, dans une zone qui a besoin d'eau pour produire des terres rares? Donc vous voyez qu'on a une succession de pays très différents qui sont en stress hydrique, et ça monte progressivement. Pourquoi? Parce que absence de gouvernance, absence d'investissement, surtout une pression agricole sur les ressources en eau qui devient intenable avec une utilisation minière de l'eau. Et donc, des sujets de sécurité collective qui se posent, et ce n'est pas pour rien aujourd'hui que l'OTAN s'intéresse de plus en plus à ces questions, que l'Organisation de coopération de Shanghai, initiative russo-chinoise, qui se veut un équivalent de l'OTAN, en tout cas une instance de dialogue stratégique, se pose des questions sur la rareté des ressources en eau, parce que les problèmes sont très très vifs également en Asie centrale, entre pays dominants et pays dominés. Et puis, sur certains secteurs, prenons par exemple l'industrie minière, aujourd'hui, quand vous voyez que 75% des Big Six miniers sont dans des zones sous stress hydrique, ça pose question. Le nord du Chili, c'est 35% de la production mondiale de cuivre, c'est 29% des réserves, mais il n'y a plus d'eau au nord du Chili. Donc si vous voulez exploiter, il faut produire de l'eau alternativement avec de la technologie et notamment du dessalement. Merci Franck Galland. Alors du coup, voilà, ça pose la question de savoir comment on produit l'eau, et là je me tourne vers vous, Bertrand Piccard, parce que c'est vrai que lorsqu'on a abordé ce sujet ensemble, voilà, c'est au cœur de vos réflexions aujourd'hui, parce que une des solutions, pas la seule, à tous les problèmes qui viennent d'être exposés, on viendra sur les parties un peu géostratégiques et géopolitiques. Vous, ce qui vous intéresse, ce sont les technologies propres en particulier, et comment on peut faire précisément évoluer la manière dont on produit l'eau aujourd'hui avec des technologies propres pour la rendre plus accessible et moins gourmande en énergie. Oui, tout à fait. Alors, peut-être avant d'arriver à ça, je vais juste rebondir sur ce que mon voisin a dit quand il dit que l'eau est encore plus importante que le pétrole, et c'est juste. La conclusion, c'est quoi? C'est que ça fait 120 ans qu'on a des guerres pour le pétrole, donc c'est évident qu'on aura des guerres pour l'eau, si on ne fait rien. La question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a assez d'eau sur la planète, mais il y a trop d'individus sur la planète. Ce qui va très bien pour 4 milliards n'ira plus pour 8 milliards. Mais ça se gère avec des négociations internationales. Comment est-ce qu'on arrive à répartir les ressources? Ensuite, le deuxième point, c'est les changements climatiques. Les changements climatiques amplifient les extrêmes. Donc là où il n'y a pas d'eau, ça devient de plus en plus sec. Et là où il y a trop d'eau, ça devient de plus en plus mouillé. Et c'est des inondations et c'est des accumulations d'eau. Donc c'est évident qu'à ce niveau-là, la lutte contre les changements climatiques, ce n'est pas simplement pour qu'ils fassent 1 ou 2 degrés de moins, c'est pour que la perturbation d'ensemble qu'on est en train d'infliger au climat puisse se rééquilibrer. Et puis, la troisième chose, c'est le gaspillage invraisemblable de ressources. Nous sommes dans un monde qui marche sur la tête. Alors, on se demande, est-ce qu'il faut mettre un prix à l'eau? Mais on ne peut pas mettre un prix à l'eau, il n'y a déjà même pas de valeur à l'eau. C'est ça le problème. On considère que l'eau peut être gaspillée, comme la nourriture peut être gaspillée, comme l'énergie peut être gaspillée, comme les ressources naturelles peuvent être gaspillées, comme les déchets peuvent être gaspillés. Donc c'est à ce niveau-là que je pense que les technologies sont extrêmement importantes. Aujourd'hui, on voit bien avec la Fondation Solar Impulse, on est en train de labelliser des technologies, des solutions qui peuvent être des systèmes, des produits, des matériaux, etc., qui sont financièrement rentables pour protéger l'environnement. On en cherche 1000, on en a à peu près 400 depuis la fin de la semaine dernière, et là-dedans, il y en a à peu près 40 ou 50 qui concernent l'eau. Et on voit que tout le bras de levier énergétique autour de l'eau est fondamental. D'abord, les énergies renouvelables. Si on a assez d'énergie renouvelable, l'eau n'est pas un problème parce qu'on peut la transporter, la recycler, la purifier, la désaliniser, etc. Donc, on peut agir. Mais on ne peut pas agir sur l'eau
tant qu'on utilise des énergies qui sont polluantes et qui augmentent les changements climatiques, qui augmentent par voie de rétroaction terrible tous les problèmes hydriques. Donc, les énergies renouvelables, mais ensuite tout ce qui est possible d'utiliser pour baisser le gaspillage. On a labellisé une start-up qui a produit un système qui permet de fabriquer de l'acier inoxydable avec 99% moins d'eau et c'est 91% moins cher. Donc ça existe. On peut purifier de l'eau avec des micro-courants électriques, des champs magnétiques. On a des systèmes pour économiser l'eau dans les douches, partout. Partout, on peut optimiser. Alors, la question, c'est pourquoi ça ne se fait pas si c'est rentable et que c'est possible. Et le gros problème, c'est que vous avez des entreprises qui sont des pionnières, des pays qui sont des pionniers, des régions qui sont des pionnières et qui montent la voie, puis les autres ne suivent pas. Et parce que les autres ne suivent pas, ça amplifie le problème. Donc, la technologie, elle existe, mais pour qu'elle soit utilisée, il faut aussi une réglementation qui empêche le gaspillage et qui oblige les récalcitrants à utiliser ces technologies-là pour le bien de tous. Professor Celeni, would you agree with that? Is it first and foremost a lack of political will and determination? Well, there are a couple of things that there are a couple of things that we need to bear in mind. First, if you look at the rise of the bottled water industry, when I was a student, there was no bottled water as a major industry in the world. Bottled water is a phenomenon of the last 20 years or so. After PET plastic was introduced in the 1990s, PET plastic is made from natural gas and crude oil, and it created these disposable bottles. So today, cell phones and disposable bottles are the two biggest changes in our modern world since the 1990s. But if you look at the price of bottled mineral water today, if you go to any convenience store in Paris or any supermarket in Paris, you'll find that the price of bottled mineral water is higher than the current international spot price of crude oil. The current international spot price of crude oil is about $55 per barrel. One barrel is 159 liters. Can you get 159 liters of bottled mineral water in any convenience store or supermarket in Paris? You won't. Now, the fact that water is not only heavier than oil, but bottled mineral water is even dearer than oil, tells you a lot about how our world has changed. Today, the disposed water bottles, are the single biggest polluting element on our planet Earth. Because only 25% or even less of these disposed bottles are recycled. Many end up in oceans, in rivers, in mountain valleys. So not only have you created an industry which is now approaching $1 trillion revenue target, but we've also created a major source of pollution for our planet. And I think we need to look back, sit back and reflect on what we need to do. How have we entered this kind of a strange situation? First, let's keep one thing in mind, that household consumption of water is only 4% of total water use in the world. 70% of the water is used by agriculture and rest by industry. Energy production in Europe and North America accounts for 40 to 44% of total water use. It goes to show that higher your level of development, the higher your per capita use of water for industry, for energy production, for lifestyle, etc. So the factors that are driving increasing water consumption is not the growth in global population. That's one factor for sure. The prime driver is economic growth and our changing consumption habits. Yesterday's necessities have, yesterday's luxuries have become today's necessities. We want industrial and agricultural goods that 20 years ago were not that much in demand, and also our changing diets. If you look at European diet,
what it was 100 years ago and today, there's a fundamental change in the European diet. It has become much meatier. You have meat in every meal, including in breakfast. But in Asia, the diets have become meatier and fundamentally changed in less than one generation. China is one example. So increasing consumption of meat is a major driver of water stress, largely because you need a lot of water. Yes, production of meat is 10 times more water intensive than plant-based calories and proteins. I've been asking myself this question as to how we can encourage people to eat healthier, more balanced diets. Governments have successfully, to a large extent, used regulations and laws and other tools to discourage smoking. So the question that I keep asking myself is, should governments and civil society groups also encourage citizens to eat healthier, more balanced diets that are richer in plant-based proteins and calories, and the consumption of red and processed meat is kept to a minimum? Because we need to change our lifestyles, we need to change our thinking, we need to save our planet, because we are facing a very serious environmental crisis, and the kind of planet that we will bequeath to our future generations would be a planet that would be in very deep environmental crisis. And we shouldn't do that. We should take steps now to avert a serious environmental crisis, and water is only one key element in the environmental picture. Janani, what is the way forward in your opinion, and what is the best way to reduce these tensions and the potential for conflicts? That's a very broad question. I think one important point to stress is that very often when we think about conflicts over water, we were talking about the Sahel and the water stress and the sensitivity of these countries to environmental exposure. It's important to stress that it's not a scarcity of water that we're always talking about. It's not that there's not enough water. It's a governance challenge. It's that the available resources are not equitably distributed. They're not being governed. They're not being managed without waste. I was in Central Asia recently, and the aging Soviet pipelines mean that the water stress faced by communities isn't a lack of water because of climate or environmental change, is because 90% of water is leaking out of the pipelines. So much of this is a governance issue. If we look at the Sahel, that region of the world is actually predicted to get more rain. It's facing more intense rainfall. I can take us to Lake Chad, the Lake Chad region, where I've been working intensively very recently. Here, the crisis that we are seeing at the moment in Lake Chad is a classic example of a crisis that's been catalyzed by climate, by water. The region nestled between northeastern Nigeria, Cameroon, Chad, and Niger is currently home to one of the world's worst humanitarian crises. Over 10.7 million people are in urgent humanitarian need. But it's not as simple as a drought causing the lake to shrink, leading to increased competition over resources, and thus the violence. No, the lake did shrink. You can see in the pictures in the circles, it shrank dramatically in the 70s and 80s because of drought. But the lake is actually in a period of expansion. But the risks that we're facing, the conflict that we see at the moment, is not because of a shortage of water. It's because of the variability and the unpredictability of water, and that's a governance issue. The rainfall variability as a result of anthropogenic climate change means that people whose livelihoods are predominantly rain-fed, these are farmers and fishers and herders, their livelihoods are becoming increasingly uncertain because they don't know when the rains will come. They don't know when they can farm, when they can fish. And so with this increased livelihood insecurity comes an increased risk of violence. Also, with this uncertainty comes an increase in competition over natural resources, land and access to the lake, which further results in an increase in violence between different user groups. But it also leads to the offer presented to people in the governance vacuum in this region. All of these regions around the lake in all 4 countries have been
ungoverned. They've been peripheralized by the national governments. These people have not known governance provision, basic services, etc. And so the offer provided or offered by armed opposition groups like Boko Haram and Islamic State West Africa Province of food on the table, a wage, a livelihood in the face of this livelihood insecurity and a lack of governance means that people are more willing to join, and we see an increased recruitment and retention into armed groups. Now, I'm not saying this is the sole cause, that climate change is leading people to join Boko Haram, but it is a contributory factor. And we spoke to hundreds of people on the ground, many of whom were members of these armed groups, and they said it's not ideological reasons, but predominantly economic reasons that are why they are choosing these alternative livelihoods, falling into criminality and armed violence. So here, this is an example of how the crisis, it's linked to water, but it's actually because of a governance deficit. But water can also be the vehicle of peace. The lake, during the 60s, before the drought, was an economic hub for the region. It was a thriving market, and it can be again if it's governed better. I didn't mention, but the lake sits on 2 huge aquifers. So there's no shortage of water in this region. And yet, it's not up to individuals in this region to drill boreholes down over 100 meters. This requires governance. This requires investment from the state. And with that lacking, you can see how what seems to be a water conflict is actually a governance issue. Ce qui est très frappant en vous écoutant les uns après les autres, Franck Galland, c'est qu'on se dit initialement, quand on ne connaît pas très bien ce sujet, ce qui est mon cas, c'est qu'au fond, cette question, on se la pose parce qu'elle est la conséquence presque, j'allais dire, mathématique, logique du fait qu'on assiste à la fois à ce changement climatique d'une part et d'autre part à l'explosion de la population mondiale. Et en réalité, en vous écoutant les uns après les autres, on se rend compte que c'est un problème plus complexes, que ces tensions, elles existent pour différentes raisons. Alors, sans aucun doute, elles sont exacerbées par ces facteurs, mais qu'il y a derrière des questions, effectivement, de gouvernance, d'insuffisance de prise de conscience, et que tout ça est en train de rendre cette crise, qui aurait, en tout état de cause, été, dans une certaine mesure, inévitable, encore plus difficile à gérer. Problème d'anticipation, problème de vision, problème de choix politique, problème d'investissement. Les technologies, on les a. Le savoir-faire humain, on l'a. Tous les jours, un certain nombre de grands groupes, notamment grands groupes français, les Suez, les Veolia, en Afrique du Nord, en Arabie Saoudite, déploient des trésors d'énergie pour limiter les pertes en eau, par exemple, dans les réseaux. Un pays comme l'Arabie Saoudite, aujourd'hui, a les plus grandes capacités installées de dessalement au monde. Mohamed Ben Salman a encore récemment annoncé 6 nouvelles stations de dessalement, mais plutôt pour les mettre sur la partie ouest, parce qu'il craint beaucoup la tension actuelle avec l'Iran. Vous savez que malheureusement, le dessalement est très vulnérable. La moindre pollution chimique de l'eau de mer, la moindre pollution en hydrocarbures, et on n'a plus de dessalement. Quand vous voyez une ville comme Riyad aujourd'hui qui dépend à 60% de son eau de la côte est et des conduites de transfert sur des centaines de kilomètres, ça vous donne une idée de la vulnérabilité d'un pays comme celui-ci. Donc, dessalement, recharge artificielle des nappes. Aujourd'hui, justement, pour répondre à ces problématiques de tension sur la ressource, de vulnérabilité de l'infrastructure de dessalement dans un contexte sécuritaire compliqué, le Qatar, les Émirats arabes unis. Alors, par exemple, les Émirats arabes unis ont annoncé un énorme programme de stockage stratégique, c'est-à-dire ils vont recharger les nappes avec de l'eau dessalée de façon à la rendre prisonnière, cette eau précieuse, et que ça devienne une réserve en cas de crise. Le Qatar a annoncé les plus grands réservoirs au monde de la planète, 10 millions de mètres cubes pour pouvoir répondre à une situation de crise. Pourquoi ? Parce que le Qatar dépend à 99% du dessalement pour son alimentation en eau. Le premier PIB par habitant de la planète devant le Liechtenstein. Voilà. Donc la techno, on l'a. Et je ne parle même pas de la réutilisation des eaux usées, qui est la technologie d'avenir. Israël est devenu champion du monde de la réutilisation des eaux usées, mais un autre État l'a copié et est devenu même sans doute le premier. L'élève a dépassé le maître, c'est Singapour. Quand Singapour a pris son indépendance en 1960, il dépendait à 100% d'une conduite d'eau brute qui arrivait de Malaisie. Sauf qu'en 2002, Jamaï Ismailia, groupe islamiste terroriste, a voulu casser cette conduite, a voulu polluer cette conduite. En 2060, quand Singapour fêtera le centenaire de son indépendance, ils dépendront
que de ressources alternatives. Dessalement à 25%, 50% réutilisation des eaux usées. Voilà une cité-État qui a planifié, qui a géré ce qui était un handicap et qui en a fait une opportunité. C'est un peu comme, vous savez, on parle du manque d'eau, mais on pourrait parler aussi du trop d'eau. Moi, je suis très admiratif d'un pays européen que sont les Pays-Bas. Tout est dit dans ce nom-là. C'est un pays qui a connu des inondations dramatiques en 1954, des milliers de morts, et qui, d'une vulnérabilité, en a fait un atout. Vous savez, en langue chinoise, c'est le même idéogramme qui veut dire crise et opportunité. Aujourd'hui, au chevet des villes de la planète, d'Indonésie en Thaïlande jusqu'à la côte est des États-Unis qui a connu la tempête Sandy, vous avez des grands ingénieristes conseils hollandais qui partagent leur savoir-faire en matière de réduction de la vulnérabilité par rapport au trop d'eau. Donc il y a des gisements d'opportunités énormes, à la fois pour répondre au manque d'eau et pour répondre au trop d'eau. Par contre, comme vous l'avez très bien dit, comme nous le disons depuis le début, il y a des challenges inouïs. Challenge de l'eau à vocation agricole. Si on ne réforme pas les pratiques agricoles aujourd'hui, on continuera d'aller à la catastrophe. Parler de 70% de l'eau qui est utilisée aujourd'hui à vocation agricole, c'est 85% dans les pays en voie de développement. Un pays comme l'Égypte aujourd'hui qui doit gérer la volonté de son voisin de l'amont, l'Éthiopie, d'avoir enfin un grand barrage qui sera la première retenue d'eau douce d'Afrique, 6000 MW en termes de puissance. L'Égypte se doit absolument de lancer un plan Marshall sur son agriculture qui consomme encore 86% de ses ressources en eau douce. Et ces ressources en eau douce aujourd'hui, c'est le Nil, à 95%. Donc vous voyez bien le problème. Ensuite, il y a, j'allais dire, l'eau de confort. Changement climatique oblige de plus en plus de clim. C'est une catastrophe. Sauf que pour faire marcher une clim, il faut de la flotte. Voilà. Et non seulement il faut de l'eau, mais en plus il faut beaucoup d'énergie. C'est-à-dire on estime qu'en gros, il faut 50 kWh pour un mètre cube d'eau qui va servir à l'eau de confort. Il faut en moyenne que 2 kWh par mètre cube qui va servir à l'eau qu'on va consommer au robinet. Et beaucoup moins chez nous, ça doit être à 0,5. L'empreinte énergétique de l'eau en Europe occidentale est très faible. L'empreinte énergétique de l'eau dans des pays du Proche et Moyen-Orient est dramatique. Je terminerai par donner cet exemple, moi qui me frappe, qui est celui du royaume de Jordanie, cette Suisse au milieu du Proche et Moyen-Orient, c'est-à-dire un pays stable, qui a une vision, mais qui a un vrai problème. C'est la rareté de la ressource. Aujourd'hui, pour alimenter Amman, on va chercher de l'eau à 400 km, on va la pomper dans une nappe commune entre l'Arabie Saoudite et la Jordanie, on la remonte, et avec une déclinaison très forte, sur 400 km. C'est plus de 3 kWh par mètre cube, et ça alimente 25% en eau Amman, 50% de l'eau du pays, sachant qu'Amman, en plus, c'est la ville la plus, en termes de réfugiés, la plus importante du monde. Voilà une hérésie, sachant que cette énergie nécessaire pour pomper l'eau, c'est du fioul, c'est du gaz qui est importé par les Saoudiens, par les Jordaniens. Et avant l'inauguration de cette conduite, en 2013, la National Water Authority jordanienne, c'était le premier consommateur électrique du pays, avec 20% en gros des factures. Je vous laisse imaginer ce que c'est devenu depuis 2013 et l'inauguration de cette conduite. Donc pour rendre ce pays vivable, il faut de l'eau, mais il faut de l'énergie. Et là, ça pose encore plus de questions. C'est le recours à l'énergie nucléaire. Pourquoi aujourd'hui l'Arabie Saoudite veut accéder à l'énergie nucléaire? Pourquoi Amman a eu des volontés d'accéder à l'énergie nucléaire? C'est pour l'eau. Donc voilà la quadrature du cercle dans lequel nous sommes, avec des technologies, du savoir-faire humain, de techniciens ingénieurs, de la gouvernance, et aussi, je terminerai par là, par une coopération régionale. Ces problèmes d'eau à l'échelle mondiale ne peuvent pas être résolus sur une coopération à l'échelle régionale, et on n'y arrive pas. Le seul bel exemple de coopération remonte à 1972 et continue de fonctionner, c'est l'initiative de mise en valeur du fleuve Sénégal, qu'on doit à Léopold Sédar Senghor, qui avait une vision pour son pays, qui a fait en sorte que Mali, Guinée, Mauritanie et Sénégal coopèrent, financent en commun les infrastructures. Ça continue de marcher. Ça a inspiré le traité sur le Jourdain, la seule
survivance des accords d'Oslo qui ont donné à Yitzhak Rabin, Shimon Peres et Yasser Arafat un prix Nobel de la paix. C'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire. Mais on n'y arrive pas sur le Nil, et il faudrait qu'on y arrive vraiment ailleurs. Voilà. Bertrand Piccard, lorsqu'on travaille qu'on réfléchit à de nouvelles technologies pour effectivement produire de l'eau ou accéder à l'eau avec moins de l'énergie, est-ce qu'on trouve auprès de ceux qui sont en situation de décider, auprès des pouvoirs publics, auprès des gouvernements, auprès d'ailleurs aussi de ceux qui sont susceptibles de vous aider, de financer vos travaux et vos recherches, un public attentif? Est-ce que c'est facile de sensibiliser autour de vous à ce sujet? C'est facile quand on parle le langage de ceux qu'on veut convaincre. Donc si on va parler d'humanitaire, si on va parler de protection de l'environnement à des dirigeants d'entreprises qui recherchent le profit ou à des pays qui veulent créer des emplois, ça ne marchera pas. Par contre, à partir du moment où on parle leur langage, c'est-à-dire le profit et la création d'emplois, là on est écouté. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir quel est le bras de levier ensuite pour implémenter tout ça. L'individu a perdu le pouvoir. L'individu, il arrive à utiliser des technologies anciennes, il arrive à utiliser des techniques traditionnelles qui ne marchent plus, pour toutes les raisons qu'on a évoquées ici. Donc on doit remettre à la collectivité. La collectivité, souvent, est corrompue dans les pays qui ont le plus besoin de réagir. Elle est ou corrompue, ou inefficace, ou incompétente. Alors, l'espoir, pour moi, il vient d'événements comme celui qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Quand vous avez des financiers dans la salle, quand vous avez une entreprise comme Coface qui réunit tout le monde et qui commence à parler du problème de l'eau ici, c'est plus des écolos, des tiers-mondistes qui en parlent. C'est des gens qui ont un vrai bras de levier, qui ont des connexions avec des entreprises locales, qui ont des connexions avec des industries, avec des financiers, avec des investisseurs. Et moi, je pense qu'il est là de plus en plus le bras de levier. J'ai participé à beaucoup de conférences climatiques et je vois qu'on ne peut plus avoir beaucoup d'espoir dans les consensus internationaux. Il n'y a pas de consensus international. Par contre, la frustration de ce manque de consensus fait que des entreprises ou des régions commencent à réagir et on voit comme un écran avec des pixels qui peu à peu grandissent, commencent à se toucher et commencent à faire une image cohérente. Ça, c'est le bras de levier, à mon avis. Et la finance, aujourd'hui, elle est en panne de cibles d'investissement. Il y a trop d'argent par rapport aux possibilités d'investir, notamment pour les caisses de pension, les assurances-vie, etc. Et là, on voit bien que si on veut investir pour des caisses de pension, on doit avoir à 20 ans, et par conséquent, l'eau est un problème. On voit que les énergies fossiles sont un problème, parce que les énergies fossiles, dans 20 ans, vaudront 2 fois moins qu'aujourd'hui. L'eau vaudra beaucoup plus. Donc on voit très bien où il faut investir, et c'est, à mon avis, par ce biais-là qu'on arrivera à trouver une solution. Professor Celene, is it a realistic hope, in your opinion, to have the private sector being kind of the driver behind this kind of change and pushing, in a sense, governments, whether they be national or local, to do something about this problem? A number of international investors are looking at water as a new oil. In fact, the World Economic Forum brings out a yearly global risks report. Year after year, this global risks report has been identifying the water crisis as one of the top global risks because it can disrupt business supply chains and also disrupt production. The reason why a growing number of investors are looking at water as a new oil is that the water crisis comes with business opportunities. Risk is a major driver of innovation. Far-sighted investment decisions can turn the water crisis into an engine of profit and innovation. Let me just clarify one point. Water is a renewable resource. So we should not be talking about shortages of water. The reason why we have shortages of water in a number of countries, including the United States, by the way, which is facing shortages in large parts traditionally in the West, but now shortages are moving to the eastern part of the United States. The reason is that nature has a finite capacity, a fixed capacity to renew water.
That capacity of nature has remained the same since the beginning of humanity. And that capacity of nature is 43,000 billion cubic meters of water. That's the amount nature can renew every year. But if you look at the global population since 1970, it has doubled. But the global economy has grown 9 or 10-fold, 9 or 10 times since 1970. And our consumption habits, personal consumption habits, have become even more wasteful. So that's the reason why we are facing a global water crisis. Mother Nature doesn't have the capacity to generate more water than its limit. And so is what you're saying that because of the world growth population, no matter what we do and no matter how good we are at solving the issue, we will have a shortage at the end of the day? We already have shortages facing more than 2/3 of humanity. And those shortages will increase in the coming years, and the price of water for consumers will also increase, especially for industry and for agriculture, because most farmers in the world today get subsidized water supply. Looking ahead, such subsidized water supply to farmers will not be feasible. But here we have a solar guy. You know, he's been around the world in a solar-powered airplane. And like him, I believe that solar power can be the salvation for our environmental problems. Let me just point out 3 areas where solutions are possible. Because we have spoken about the problems, but let's talk about solutions. Yes, we are coming to the conclusion, and it would be good to end on a positive note and with solutions, absolutely. Because we are running into natural limitations in being able to extract more water from rivers and aquifers. So we have to look at non-traditional supply sources and management methods. If you look at the oil and gas sector, what has been the game changer in the oil and gas sector? It's a tapping of unconventional sources of supply like shale and tar sands. Similarly, in the water sector, we need to explore and develop all unconventional sources of supply as well as management methods. And these come in 3 areas. The first area is centered on using clean water technologies like distillation technology and membrane technology to open up new sources of supply, including brackish water, wastewater, and ocean water. Today, the cost of desalination is about 4 to 5 times higher than conventional water. The cost of desalination has come down drastically over the last 10, 15 years, but still it's quite expensive. If you're Saudi Arabia or UAE or Qatar, you have all the energy that is free, the oil, right? So you can desalinate water. The predominant cost of desalination is the energy cost. But the silver bullet answer for humanity would be solar-powered desalination. Okay. That would provide the real answer, especially for coastal regions or for provinces that are near a coastline. That would really change the geopolitics of water. Right now, the geopolitics of water favors the upstream countries, those that control the riverheads. With solar-powered desalination becoming economically feasible, the advantage will shift from upstream to downstream. Those located downstream along the coastline will have the advantage. So it will be a huge change. It will be like as if the water map has been turned on its head. The second area centers on achieving greater water use efficiency and productivity. Right now, a lot of the water is not utilized in a productive manner, largely in agriculture, but also in energy production, in mining sectors, for example. So achieving higher water use efficiency and productivity are very important. Since we are running out of time, I will not elaborate. And the third area centers on enhancing and expanding the water infrastructure to build distribution efficiency and to address seasonal and spatial imbalances in water supply. For example, in Asia, in the monsoon season, there's so much water. There's too much water in all the Asian countries. But in the dry season, there's shortages. So by building adequate infrastructure, we can capture rainwater,
and use it in the dry season. So these are the various ways we can try and address, mitigate at least, mitigate the water crisis. Thank you, Professor Cellini. That'll be the final word. Merci beaucoup, merci à tous. Voilà, on termine sur une note positive avec 3 pistes pour éviter ces guerres de l'eau. Une meilleure utilisation des infrastructures, une meilleure utilisation de l'eau, l'énergie solaire pour rendre la désalinisation beaucoup plus efficace et beaucoup plus propre. Ainsi s'achève notre dernière table ronde. Merci d'y avoir participé, merci de l'avoir écouté.